Il y a plusieurs mois de cela, j'ai fait une vidéo pour dire que j'arrêtais ma chaîne YouTube Reset Metal. Comme vous êtes en train de le constater, ça n'est finalement pas tout à fait le cas, et la raison est là. Le groupe Acme a annoncé sa séparation et s'est lancé dans une tournée d'adieu à laquelle j'ai d'ailleurs pu assister. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que ce groupe a une certaine importance pour moi. Si vous ne le saviez pas, c'est principalement ce groupe-là qui m'a ouvert les portes de la scène métal, qui m'a offert de m'y plonger avec passion. C'est en quelque sorte mon premier groupe de métal préféré. J'ai suivi avec attention leur carrière, écouté et réécouté maintes et maintes fois leur discographie, et je n'ai jamais pu m'en lasser, et les rares fois où j'ai pu les voir en concert n'ont fait que confirmer l'affection que je porte à ce groupe. À l'heure actuelle, après 20 années de bons et loyaux services, Acme tire sa révérence et coupe le son. C'est notamment cet événement et l'envie de partager avec vous un regard rétrospectif sur leur discographie qui m'a décidé à revenir partager avec vous ma passion. Je leur dois bien ça. Formé sur les cendres de Neurosyndrome avec la moitié de ses membres, Acme commence sa véritable carrière en 1999 avec un premier EP intitulé University of Nowhere. À ce moment-là, le groupe est composé d'Étienne à la batterie, de Ben à la guitare, de Sophie à la basse et de Thomas au chant. Ce qu'on peut entendre sur cette EP, c'est à la fois assez proche de la scène néo-metal française de l'époque, qui en était assez balbutiement, et à la fois plus rock et plus sombre, ce qui permettait au groupe de se démarquer plutôt pas mal de ses confrères de la Team Nowhere, car oui, Acme en faisait partie. Le son du groupe est déjà reconnaissable dans la masse. La guitare de Ben est lourde, sale, et la qualité de l'enregistrement met encore plus en avant le poids et la crasse de ses riffs. Le tout appuyé par la basse bien présente de Sophie et la batterie tout en mid-tempo d'Étienne. Par-dessus, le chant clair et maladroit de Thomas est contrebalancé par ses cris sauvages, et ça préfigure déjà du reste de leur carrière qui passera son temps à jouer entre chant clair et chant hurlé pour maintenir une certaine intensité. Résultat, l'EP University of Nowhere nous plonge, avec une qualité de son certes limite, dans un univers sombre et glauque empreint d'une discrète tristesse. Et le meilleur exemple de cette ambiance est, pour moi, le dernier, Beauté vénéneuse. Seul dénote vraiment le morceau TN, qui signifie Team Nowhere, en featuring avec Enhancer et Playmo, beaucoup trop hip-hop pour coller au reste, même s'il est plutôt sympa en lui-même. L'EP, pressé à 500 exemplaires, est un assez bon succès à Paris et s'écoule assez vite, si bien que le groupe en ressortira en 2001 une nouvelle version à 2000 exemplaires, et avec 3 morceaux en plus, dont Sainte, qu'on retrouvera sur le premier album l'année d'après. En réalité, l'enregistrement de l'album suit de quelques mois la sortie de cette EP car il est réalisé en été 2001. Pourtant, celui-ci ne sortira qu'en septembre 2002. Probablement le temps de trouver et de signer avec le label Atome, sur lequel sortira donc Sombres Efforts. Sombres Efforts est en général le plus apprécié des albums d'Acme, peut-être parce que c'est le premier, peut-être à cause de la nostalgie, mais surtout parce qu'il est très bon. Surtout si on le compare à University of Nowhere, car si l'EP donnait déjà un aperçu assez fidèle de la patte Acme, Sombres Efforts dépasse complètement toutes les espérances qu'on pouvait avoir à ce moment-là. À commencer par la production, qui met parfaitement en relief l'ambiance noire et froide de cet album, la guitare sursaturée et la basse forment un duo d'une lourdeur hallucinante, d'autant que les riffs sont assez simples. D'ailleurs, à ce moment-là, la bassiste Sophie a déjà quitté le groupe et est déjà remplacée par la toujours présente Charlotte. La basse prend notamment une toute autre importance dans les moments les plus calmes, plus posés de l'album. Quant au chant, s'il pouvait paraître timide sur l'EP, il a fait un véritable bond en matière d'assurance et de subtilité. La fragilité et les émotions des textes de Thomas se ressentent aussi bien dans les passages clairs que dans les voix hurlées.
et tous ces aspects sont mieux maîtrisés. Du coup, c'est la voix qui joue le plus sur l'impact que l'album a. Enfin, plutôt le contraste entre la voix planante ou déchirante et la musique lourde et ténébreuse. Un peu à la manière de Deftones à ce moment-là, mais en beaucoup plus triste. Et c'est encore plus triste qu'on comprend parfaitement les paroles. Cet album contient notamment quelques gros tubes du groupe comme Superstar ou S'il n'existe pas qui sont encore joués en concert aujourd'hui. Mais moi je retiens aussi la balade Tout à un détail près que je passais mon temps à chanter quand j'étais au lycée, quand je ressemblais à ça. L'album est le premier du groupe à être produit par Daniel Bergstrand, producteur suédois qui s'occupait déjà à ce moment-là de Meshuggah et de l'album City de Strapping Young Lad. Il permet à Acme d'avoir le son propre que leur musique mérite et reste, selon les dires du groupe, assez en retrait pour ne pas modifier les compositions du groupe, les poussant juste à donner le meilleur de celle-ci, notamment pour le chant. Et comme vous l'avez entendu, ça se ressent, et encore plus si on compare avec les versions démo des morceaux. Comme à chaque fois, l'album se doit d'être écouté d'une traite, au calme si vous voulez vous laisser perdre dans l'abîme brumeux de sombres efforts. Au passage, l'album est ressorti en 2017 dans une version deluxe sur laquelle apparaissent les versions démo de pas mal de morceaux et 2 inédits, donc c'est l'occasion de vous y mettre. 2 ans plus tard, en 2004, Acme retourne en Suède pour enregistrer leur nouvel album, composé pendant la tournée promotionnelle du premier, Polaroid et Pornographie. On peut l'entendre dès le premier morceau de l'album, l'ambiance n'est plus la même. D'abord parce que la musique est bien moins brutale, et se rapproche beaucoup plus d'un rock sombre, toujours triste mais de moins en moins froid. Et ça se constate dès la pochette. Le délire change déjà pas mal par rapport à la première. On passe d'un personnage solitaire, à l'air sombre et le cœur troué, à une femme lascive, assise dans le couloir d'un intérieur chic et chaleureux. Et on peut voir un autre personnage debout dans le fond. On est dans quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus sensitif, et le titre Polaroid et Pornographie laisse entrevoir quelque chose de plutôt corporel, voire sensuel. Dans la musique, c'est aussi de cette manière que les choses ressortent. Les passages calmes se font bien plus doux, plus ronds, notamment grâce au travail de la basse. La guitare, quant à elle, ne donne presque plus dans le gros riff simpliste et écrasant, mais joue dans des registres beaucoup plus subtils. J'ai l'impression que c'est pour nous évoquer des sentiments un peu plus complexes que je veux mourir. En tout cas, moi, je me dis que ça doit être ça, quand j'écoute les paroles, qui sont beaucoup moins sombres, beaucoup moins pessimistes, et plus cryptiques, voire oniriques. On a presque l'impression de faire un genre de rêve un peu étrange au bout d'un moment. On comprend pas grand-chose de ce qui est dit, mais ça accroche quand même. Enfin, en tout cas, moi, ça m'accroche. Et puis Thomas a bien travaillé sa voix depuis le temps, notamment sa voix claire, puisqu'il n'y a presque plus de hurlements sur l'album, mais il sait se donner un côté presque irréel, comme s'il voguait dans d'autres strates en nous abreuvant de parties mélodiques plus belles les unes que les autres. Quant à la batterie d'Étienne, la production a enfin trouvé le moyen de la mettre véritablement en valeur. Ça tape fort et ça rend tout l'ensemble des morceaux beaucoup plus impactant. Ça participe à leur éviter d'être fade en fait. En tout cas, gros changement d'ambiance, mais pour un style global qu'on reconnaît quand même. Acme a déjà sa patte, mais avec cet album, il y rajoute un côté pop non négligeable. Et j'ai vu des chroniques dire que ça ressemblait sur certains aspects à du Indochine, ce qui est rigolo puisque l'année d'après la sortie de l'album, le groupe collaborera en effet avec Indochine pour un morceau. C'est aussi l'occasion du premier clip pour Acme, pour le morceau À chaque seconde, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus, quoi. On filme le groupe, 2-3 effets, voilà quoi. C'est aussi à ce moment-là que le groupe quitte le collectif de la Team Nowhere, pour des raisons d'indépendance, je crois, mais puisque de toute façon il s'apprête à mourir à petit feu quelques années plus tard. Et dès l'année suivante, en 2005 donc, Acme sort son nouvel album intitulé La fin des temps.
Le groupe ne retourne cette fois-ci pas en Suède chez Daniel Bergstrand pour l'enregistrement et préfère, certainement pour une question de spontanéité, le studio parisien Art Sonore par Steve Prestage. Il faut dire que le groupe commence à enregistrer cet album avant même d'avoir terminé la tournée du précédent, et le résultat sur leur production s'en fait ressentir. Je dirais pas que c'est moins bon, mais c'est clairement moins écrasant, moins métal et plus rock, voire pop rock. Ce qui semble de toute façon être la volonté du groupe. L'album est plus posé, toujours sombre, mais moins torturé, moins tumultueux. La guitare et la basse sont moins écrasantes, d'autant que la distorsion qui était appliquée à la basse jusque-là disparaît pour la rendre plus ronde et plus douce aussi. Concernant le chant, il évolue pas mal lui aussi. La voix est plus grave, plus calme et moins planante, moins rêveuse. Et à côté de ça, il y a aussi moins de passages hurlés. Une nouvelle manière de chanter, c'est-à-dire un peu plus grave. Même beaucoup plus grave, faut le dire. Du coup, ouais, il y a des chansons, tout a changé, les riffs ont changé, la tonalité de la chanson a changé. Du coup, c'est vachement plus cohérent avec le reste, c'est vachement plus appuyé en fait, c'est vachement plus solide. En fait, ma vraie manière de chanter, c'est quand même plutôt grave que aigu. Et du coup, j'arrête pas de dire qu'il y a des trucs en moins dans cet album. Mais du coup, de quoi il est fait cet album ? Ben justement, La Fin des Temps est un album beaucoup plus épuré que les deux précédents. C'est un album de rock, sombre et grave, à la production honnête, mais qui pour moi fait un peu pâle figure parmi la discographie du groupe. Après, c'est souvent l'un des albums préférés des gens parce qu'il est justement plus accessible. D'ailleurs, on y décèle pas mal d'influences grunge. Et au-delà de ça, les morceaux sont tout de même beaux, et si on est un adepte du style Acme, ils se laissent parfaitement apprécier. Il y a certains de mes titres préférés sur cet album, comme Une dernière fois, La belle inconnue et Rien au monde, qui est la plus triste des ballades. L'album possède aussi son tube, Pas assez loin, qui est accompagné d'un clip. Encore une fois, rien de révolutionnaire. On filme le groupe qui joue dans des locaux, semble-t-il désaffectés, avec un genre de critique sous-jacente du quotidien typique de l'employé de bureau, le mode de vie métro boulot dodo, etc. Dans une chanson qui parle d'essayer de réaliser ses rêves, ça a du sens, même si c'est quand même très basique. Suite à ces 3 albums et à une bonne centaine de concerts donnés un peu partout, Acme sort enfin, en 2006, un CD-DVD live. Donc le CD, c'est un live qui est enregistré à Bruxelles, et le DVD, c'est un live qui est enregistré à Nantes. Voilà. Bon, à part ça, rien de plus à dire, quoi. C'est un live, tout ce qu'il y a de plus efficace et simple. Rien à dire, à part que les morceaux de La Fin des Temps, qui pouvaient paraître un peu légers sur l'album, trouvent en live une vraie énergie, une nouvelle puissance électrique qui est aussi bien donnée par les musiciens que par le public qui est complètement à fond dedans. On essaie toujours de s'influencer de cette énergie que nous renvoie le public et d'essayer de la retranscrire sur CD. Mais on a la sensation de ne pas encore être arrivé à faire ça. C'est aussi pour ça qu'on voulait sortir un live, c'est que beaucoup de gens nous disent que même lorsqu'ils aiment la musique d'Acme, ils nous disent toujours que c'est mieux en concert. Enfin bref, c'est 2 ans plus tard que sortira leur nouvel album, Hérésie. Et cet album fait vraiment figure d'ovni selon moi, un album que personne ne pouvait attendre, qu'il ait suivi les sorties du groupe jusque-là ou non. Mais faisons les choses dans l'ordre. C'est à nouveau chez Daniel Bergstrand que le groupe est parti enregistrer, et on pourrait déjà mettre ça en doute parce que la production n'est plus du tout la même que sur les 2 premiers. Les guitares sont énormes et grasses, la basse roule sur tout le disque comme un bulldozer au point d'en éclipser parfois le reste des instruments. La batterie est apparemment tenue désormais par un bûcheron qui tabasse les fûts en mid-tempo. Quant au chant, il est à nouveau plus grave, moins aérien, mais les passages hurlés sont bien plus présents, et ça rend le tout presque brouillon si on ne l'écoute pas avec un bon système. Mais c'est en fait une volonté du groupe qui, je cite, voulait quelque chose de crade, comme s'il jouait dans une cave, mais très fort, que ça fasse mal aux oreilles. Ils étaient frustrés de ne pas réussir à transmettre l'énergie du live sur leurs précédents albums, mais je soupçonne aussi quelques autres éléments d'être intervenus dans la composition d'Hérésie. Le batteur Étienne a, entre-temps, participé à un projet grindcore appelé Grimt. Il n'a sorti qu'un seul album, difficilement trouvable aujourd'hui, hélas, parce que ça a l'air vraiment cool. En tout cas, moi c'est ma cam.
Et de son côté, le chanteur Thomas a sorti avec le guitariste de Massisteria et un orchestre symphonique, dans un tout autre délire, l'album du projet Vicky Vale. Les mots les plus difficiles à dire. Voilà, pour vous donner un petit peu les influences qui ont pu jouer dans cet album, quoi. Encore une fois, il y a un clip et il accompagne le morceau Karma et Nicotine, un titre qui ne représente pas vraiment le reste de l'album, malheureusement. Mais j'imagine qu'il y a un genre de règle immuable concernant les singles. Encore une fois, le clip est très simple, le groupe qui joue sur un fond blanc, même s'il y a quelques effets, on va quand même finir par s'en lasser à un moment ou un autre. En tout cas, le mot qui définit le mieux cet album est massif. Moins mélodique, moins sensible et surtout beaucoup moins subtil, mais on sent que tous les titres ont été taillés pour le live. Et c'est vrai que cette production, disons, surprenante, tient sa promesse de bourriner les oreilles des auditeurs. Après, c'est un album qui divise forcément, mais moi, il me plaît et c'est d'ailleurs à cette époque-là que j'ai découvert le groupe. C'est quelques mois plus tard que Ben quitte le groupe pour se consacrer entièrement à son autre projet, Die on Monday. Le groupe doit alors trouver un autre guitariste et tombe presque par hasard sur Julien Eking, qui avait participé à Grimt. Et c'est presque immédiatement que le groupe retourne en Suède pour donner une suite à Hérésie. L'album qui en ressortira n'a pourtant pas grand chose à voir avec Hérésie, ce qui est un peu normal quand on change de guitariste, d'autant que celui-là il a quand même un autre niveau. Et c'est donc en 2009 que sort mon petit préféré, En l'honneur de Jupiter. C'est à nouveau chez Daniel Bergstrand qu'Acme enregistre ce nouvel album, et pourtant, encore une production qui n'a rien à voir avec la précédente. Mais là, c'est bien au-delà de la simple production. C'est tout le son, toute la patte, toute la composition d'Acme qui a changé, au point d'être méconnaissable. Du fait de leur nouveau guitariste, qui a un jeu bien différent, et qu'il dit lui-même, apporte clairement une nouvelle entité à Acme. Benjamin avait une personnalité, notamment avec son son très très forte. Ça aurait été idiot d'essayer de la copier ou de la singer. Toute la musique du groupe s'en est trouvée transformée sur presque tous les aspects, et partout en mieux, tout est plus technique, mélodique, les morceaux sont plus vivants, plus variés, et je ne peux pas faire mieux que de vous laisser écouter ça par vous-même. Peut-être qu'on a fait avec lui, je me suis dit hop, merde, bon bah il va falloir que je bosse 2 fois plus. Etienne s'amuse beaucoup plus derrière les fûts et se permet des parties bien plus créatives qui n'auraient pas été appropriées sur les autres albums. Et puis cette double pédale, bon Dieu. Mais c'est surtout Thomas qui a fait d'énormes progrès sur tous les points. Le chant est propre et juste quand il est clair, il a su adoucir sa voix pour rendre encore meilleur le contraste avec sa nouvelle voix hurlée, bien plus rauque et maîtrisée. Pas très difficile de comprendre pourquoi cet album est mon préféré. Les textes, quant à eux, changent aussi l'ambiance, abordant de manière plus cryptique des sujets plus sociaux comme le refus de se laisser marcher dessus, la nature humaine, etc. A l'inverse des thèmes plus personnels d'avant, comme la dépression, la mélancolie, tout ça. Le tempo général s'accélère et les morceaux se font plus nerveux, loin de la lourdeur d'Hérésie et de la tristesse latente des précédents. Les pleurs font face aux hurlements de colère, même s'il y a toujours des passages plus doux qui viennent tempérer la furie. Ce qui en fait un album très bien rythmé dans son ensemble, pas étouffant ni ennuyeux. Et le nouveau guitariste apporte même quelques solis assez appréciables, car plutôt rares chez Acme. Enfin, vous avez compris que je n'ai que du bien à dire de cet album, ce qui est un peu normal, parce que moi c'est le premier que j'ai acheté le jour de sa sortie, c'est le premier album d'Acme que j'ai attendu, et j'en suis tombé instantanément amoureux. C'est aussi parce que moi j'ai la version avec le making-of dedans, et que ça c'est vraiment le genre de bonus que j'aime beaucoup. Et c'est aussi à l'occasion de la tournée de cet album que j'ai pu les voir pour la première fois en concert à Metz, au Trinitaire. Et pour l'anecdote, c'est mon tout premier concert de métal. Voilà. C'est d'ailleurs l'instrumental qui termine l'album que vous entendez à la fin de ma, normalement, dernière vidéo. Enfin bon, voilà, je vais pas développer encore 1 heure là-dessus. Le groupe est désormais lancé sur une piste complètement différente. Quelque chose d'assez proche du metalcore, sans vraiment en être trop, influencé post-rock avec quelques doses de sludge. Difficile de définir vraiment. Mais c'est dans cette voie que le groupe va continuer à évoluer. Leur prochain album sort en 2012 et s'appelle Epithète Dominion Epitaph. Des yeux d'or et sur les cimes.
Et là, tout va plus loin. Là où le précédent semblait ouvrir une toute nouvelle voie pour Acme, celui-là l'emprunte à 200 à l'heure. Il est plus énergique, plus sombre, bien plus enragé, là où En l'honneur de Jupiter était plus réservé. Et ça se sent à plusieurs niveaux. D'abord, là où Julien, le nouveau guitariste, pouvait être encore un peu timide quand il s'agissait de vraiment bousculer Acme en 2009, il est désormais résolu à casser des bouches. Et tout le monde semble s'être mis d'accord parce que la musique est ultra intense. C'est là qu'on commence à se rapprocher tout doucement d'un genre de post-hardcore bien vénère, je trouve. Étienne massacre sa batterie. Sur le morceau La dialectique des possédés, il y a quand même du blast pendant tout le couplet. La basse est super lourde. Niveau composition, on a de quoi faire parce que Acme a décidé de ne rien s'imposer. Aussi, on a des influences d'un peu partout qui s'arrangent pour donner des morceaux qui fonctionnent à merveille, que ce soit dans la rage ou dans l'émotion. Et puis surtout, la production va avec. C'est plus sale, plus hardcore, plus rock, comme vous préférez. En tout cas, c'est vraiment beaucoup moins lissé propre, et ça correspond vraiment à l'ambiance que voulait vraisemblablement créer le groupe. La production n'est d'ailleurs plus l'affaire de Daniel Bergstrand, mais d'Étienne Sartou, le batteur du groupe, et le tout est mixé par Magnus Lindberg de Cult of Lila. Ça vous donne une idée de l'orientation du groupe. La particularité de cet album, c'est que c'est le dernier avec le chanteur originel, Thomas, qui avait annoncé juste avant la sortie de l'album qu'il quittait le monde de la musique et donc le groupe. Alors, le groupe, comme le public, sont tombés des nues, sauf que lui, le chanteur, il le savait au moment où il enregistrait ses prises. Est-ce cela qui l'a poussé à donner le meilleur de lui-même et à s'investir plus que jamais dans l'exercice ? Peut-être, mais ce qui est certain, c'est que le résultat a suivi. Le chant est clairement l'un des meilleurs points de l'album, les hurlements sont les plus enragés et les plus déchirants, tandis qu'il a aussi trouvé la tonalité qui lui allait le mieux sur le chant clair. Chant clair assez rare sur l'album. Mais tout est bien à ce niveau-là. L'émotion, la hargne passe très efficacement, d'autant qu'il a appris à moduler ses hurlements pour les faire plus graves ou plus puissants. Vraiment, c'est un déchaînement et ça fait sacrément plaisir. Et sinon, il n'y a toujours pas de clip, mais en même temps, avec le chanteur qui est parti, c'est plus compliqué. Du coup, juste après la sortie de l'album, le groupe a dû assez rapidement se trouver un nouveau chanteur pour assurer les concerts, et il s'est tourné vers Vincent, le chanteur de The Butcher's Rodeo, un groupe que je vous conseille aussi 1000 fois. En tout cas, impossible pour le public de ne pas être inquiet. Le chanteur du groupe qui s'en va, surtout après une prestation comme celle-là, il y a de quoi être anxieux quant à l'avenir d'Acme. Pour les rassurer, et en plus de la tournée, ils sortiront quelques mois plus tard une nouvelle version de l'album avec un EP inclus dedans, Les Sentiers de l'Aube, pour montrer un peu ce que vaut Vincent, le petit nouveau. L'EP Les Sentiers de l'Aube comprend donc 3 titres exclusifs et 3 morceaux live. Donc le but, vraiment avoué, c'est de montrer ce que vaut le nouveau chanteur. C'est presque un entretien d'embauche auprès des fans à ce niveau-là. D'autant qu'il fallait vraiment faire mouche étant donné que l'album avait réussi l'exploit de plaire à tout le monde, même à ceux qui n'avaient jamais rien trouvé de bon chez Acme jusque-là. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, musicalement, on est toujours dans la veine de ce que faisait le groupe sur l'album, donc on va vraiment juste juger le chant, puisque c'est le sujet. Et on va le faire rapidement parce qu'on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Eh bien, malgré la différence de ton qui est quand même palpable, ça colle plutôt bien, et c'est même dans la continuité. Le hurlement de Vincent est bien plus proche de ce qui se fait dans la scène hardcore, parce qu'il a toujours été assez influencé par ces milieux-là. On sent aussi qu'il n'a pas l'intention d'imiter Thomas, même si ça a été un petit peu difficile pour lui au début, et qu'il va apporter sa propre touche à l'entité vivante qu'est Acme. En tout cas, rien d'alarmant pour les fans qui déploreront peut-être seulement le fait que ce ne soit pas Thomas et pour aucune autre raison. D'autres trouveront en revanche Vincent plus à leur goût. En tout cas, rien ne fera spécialement flancher l'opinion vers un extrême ou un autre, donc c'est une transition parfaitement réussie, je dirais. Et donc, tout est prêt pour la sortie du nouvel album qui sortira en 2014, Dévisager Dieu. Sans jamais perdre de ta prochaine instant, l'idée de voir l'accomplissement des années, rester les mêmes, la tête haute, accablés de douleur, des visages sans rancœur, affirmer nos paroles, crier après oublier.
Et enfin, on a à nouveau un clip pour le single Avant le jour. On n'en avait pas eu depuis 2008 quand même. Bon après, il n'y a trop rien à dire dessus, hein. C'est du très classique niveau mise en scène, alors contentons-nous de parler musique. L'album ne bouscule pas tant que ça cette fois-ci, si tant est qu'il calme un peu le jeu. Acme semble avoir trouvé le style qu'il cherchait depuis si longtemps, et, après s'être déchaîné sur l'album d'avant, varie un peu la violence de ses compos. C'est donc quelque chose d'assez proche du précédent, mais avec une production plus assurée, moins punk et donc plus lourde. Avec un changement de chanteur aussi soudain, Acme a dû travailler la nouvelle direction de sa musique, et c'est vers quelque chose de plus mélodique qu'ils se sont tournés. Les guitares se permettent aussi des passages un peu plus atmosphériques, et d'autres un peu plus techniques, même si on n'est jamais dans la démonstration. Il y a pas mal de sacrés bons riffs dans cet album, et ça lui donne beaucoup de couleurs, je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais de manière générale, l'énergie n'est pas la même qu'avant, elle est plus contrôlée, plus intense, mais plus réfléchie, et elle laisse une bonne place à l'ambiance. Le groupe explique d'ailleurs qu'il n'aurait de toute façon pas essayé d'aller plus loin dans la violence après Epithet Dominion Epitaph. Même si certains morceaux mettent quand même des grosses patates, hein, comme par exemple L'homme et le sablier, qui est ultra pesant tout en étant assez sec. Enfant de Dieu est assez brutal aussi. Quant à Vincent, il est maintenant bien plus à sa place que sur l'EP Les Sentiers de l'Aube. Là où c'était vraiment de la démonstration de violence, il a maintenant droit à des passages en voix claire bien plus doux, et il est parfait à ce poste. Il avait même pas tellement besoin de faire ses preuves étant donné ses prestations dans The Butcher's Rodeo avant ça. Ces textes, quant à eux, sont d'un tout autre genre. Thomas avait vraiment tendance à nous plonger dans une noirceur et un froid infini, même sur les derniers albums. Vincent écrit des choses un petit peu moins sombres et un peu moins cryptiques aussi. C'est toujours pas la danse des canards, hein, mais c'est déjà un peu plus ouvert à la lumière et à l'espoir. D'ailleurs, les textes, comme le reste de l'album, au point que c'est illustré sur la pochette, fonctionnent dans un genre de dualité. L'ombre qui ouvre sur la lumière, le chant clair et le chant hurlé, les passages énervés et les passages calmes. Acme semble avoir trouvé l'équilibre entre douceur et violence. Et on va rester là-dessus pour arriver finalement au dernier album, ou presque, l'éponyme Acme. L'album est cette fois-ci promu par plusieurs clips qui sont toujours aussi sobres, mais qui représentent plutôt bien la musique. Donc on a celui de Tant d'années, et aussi l'audio de Refuser le silence, qui sont un petit peu les tubes de l'album, c'est-à-dire les morceaux les plus accrocheurs, les plus efficaces, dirons-nous. Et le clip de Rien ne nous arrêtera, un morceau qui est en featuring avec Renaud de Lofofora. Donc, qu'est-ce qui nous apparaît tout de suite évident quand on écoute cet album ? Bah, si on ne s'en tient qu'au single, qu'il est plus simple, plus direct que le précédent, sans retomber ni dans la violence d'Epithet Dominion Epitaph, ni dans le pop-rock de la fin des temps. En fait, ce que le groupe a fait sur cet album, c'est d'apporter une bonne dose d'ambiance avec des morceaux plus allégés, mais aussi un peu plus aériens, légèrement, hein, on n'écoute pas Alceste non plus, le groupe garde quand même sa lourdeur. Et des textes et surtout des refrains qui me semblent être faits pour qu'on chante avec eux dessus. Quand on connaît un peu Vincent et surtout quand on voit le groupe en live, c'est vraiment ce qui saute aux yeux. J'ai eu la chance d'aller les voir à Rion peu de temps avant le tournage de cette vidéo, et je me suis retrouvé au premier rang, à gueuler toutes les paroles dans le micro que Vincent me tendait, genre un morceau sur deux, quand il appelait pas le reste de la foule à gueuler les paroles avec lui, quoi. Acme a voulu, plus que jamais, créer quelque chose de rassembleur, que le public pourra comprendre facilement et se sentir concerné immédiatement. La musique sert aussi cet objectif d'accessibilité et de sincère simplicité, dans les riffs de guitare qui jouent moins sur la technique et les effets. Quant à la batterie, elle a toujours été résolument efficace de toute façon. En fait, on en revient presque à l'essence d'Acme des débuts, mais en plus moderne. Une rythmique plus simple mais plus lourde, faut bien dire qu'elle est écrasante, mais aussi des passages beaucoup plus mélancoliques et distants, et une voix qui gère parfaitement l'équilibre entre les hurlements et les complaintes. La différence réside finalement surtout dans la production, qui est bien plus tranchante et actuelle, et les textes qui ne sont plus introspectifs et fatalistes, mais plus ouverts. Et c'est ça l'identité d'Acme. C'est même pour ça que le nom de l'album est éponyme et que la pochette est une photo du groupe. C'est une manière de dire, à mon sens, qu'après tout ce parcours et toutes ces évolutions, Acme, c'est ça. Voilà le résultat, la finalité. Et finalité plus qu'on ne le croit, car l'année d'après, en 2018, le groupe annonce sa séparation après 20 ans de bons et loyaux services. Et c'est un peu une annonce coup de poing, pour moi, mais pas seulement, car
comme vous l'aurez compris, c'est le groupe qui m'a un peu ouvert au métal, qui m'a fait ouvrir grand les portes de tout cet univers, et malgré l'évolution de mes goûts, j'aurais jamais cessé de les écouter. D'où vous comprenez un petit peu l'importance de faire cette vidéo. Mais le groupe ne part pas non plus sans un dernier soupir, car il annonce début 2019 la sortie d'un dernier album posthume, entre guillemets, pour le 12 avril, Requiem. Donc moi j'attends ça avec impatience, et soyez sûr qu'à ce moment-là je me referai l'intégralité de leur discographie d'une traite comme je le fais souvent. Je vais terminer en montrant qu'on a vu tout au long de cette vidéo que le groupe a toujours cherché à aller plus loin que l'image de bête groupe de néo pour ados que les métalleux médisants leur accolaient au début. Et selon moi, ils ont toujours réussi à être bien plus. D'ailleurs, ils détonnaient vraiment dans la Team Nowhere pour ça, et on peut voir que leur quête les a menés à bien des endroits, en témoigne leur discographie. Il n'y a pas 2 albums qui sonnent pareil, et pourtant, quand on écoute tout ça dans l'ordre, on reconnaît l'identité d'Acme, tout est cohérent. Et c'est rare les groupes qui arrivent à évoluer à ce point, tout en restant eux-mêmes. Pour faire une comparaison, même Deftones, qui a quand même bien changé depuis le premier album, n'a jamais été aussi loin dans le bouleversement de sa musique. Mais ça, on en reparlera un jour de toute façon. J'en ai pas fini avec les groupes chers à mon cœur. Quant à moi, j'espère que vous serez satisfait de cette première vidéo qui remet un petit peu Reset Metal sur les rails. J'espère avoir aussi éveillé votre curiosité quant à ce groupe, si vous l'écoutiez pas encore. Ça fait vraiment un moment que je pensais parler d'eux, et là, l'annonce de leur split a un petit peu été l'événement déclencheur. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez éventuellement retrouver le groupe en concert, au moment où la vidéo sortira, c'est-à-dire début avril, il y a encore quelques dates de leur tournée d'adieu qui sont disponibles, donc foncez, allez les voir, c'est vraiment un groupe de scène complètement fou, vraiment. Maintenant, je vais vous demander, si vous voulez bien, de commenter, de partager, de vous abonner, tout ça. J'ai également une nouvelle page Facebook dans la description de cette vidéo, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, j'espère que ça vous plaira. Allez, à plus.